t'accueillir. Ça me fait bizarre de dire ça alors qu'on n'est pas l'un à côté de l'autre. Grégory Châtel, alors j'ai appris à connaître Grégory au travers d'un projet qu'on est en train de mettre en place sur la valorisation de coproduits du marc de café. Je ne sais pas vraiment s'il en parlera un petit peu tout à l'heure, peut-être, je n'en sais trop rien. Et je vous avoue que quand on a monté ce projet, je me suis dit, il faut absolument qu'on appelle Grégory. Ça a été très, très sympa. Je pense que tu te souviens, Grégory, de notre petite discussion au téléphone qui ensuite s'est prolongée au travers d'une invitation en visio. Donc, les thèmes de prédilection de Grégory, vous allez le voir, je dirais, sont axés sur des tas de thématiques, sur des zones de recouvrement très, très nettes avec les cercles à condenser. Donc, ça nous semblait très intéressant de l'écouter et voir si on ne pouvait pas travailler avec lui. Ces thèmes de prédilection sont de la chimie verte, la valorisation de la biomasse, donc là, on est en plein dedans, l'économie circulaire et toutes ces choses importantes liées au monde des SHS. Et à titre plus personnel, ce qui m'intrigue le plus, parce que je suis chimiste organicien et que je n'y connais pas grand-chose sur la sonochimie, ce sont toutes les méthodes, je dirais, qu'on appelle toujours non classiques, mais qui finalement ont maintenant une trentaine d'années, l'utilisation de micro-ondes ou de fluides supercritiques. Donc, Grégory, je te laisse la parole. Je suis très heureux de t'accueillir et j'ai hâte d'écouter le détail de toutes les belles choses que tu vas nous présenter. Merci pour cette introduction et puis pour cette invitation. Vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui, super, très bien. Ok. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler de valorisation de déchets, de coproduits dans un contexte d'économie circulaire et essayer de vous montrer à travers différents projets qu'on a pu avoir au laboratoire, comment on essaye de mêler l'innovation académique avec le développement de projets sur le territoire. Donc, un petit mot peut-être d'où je viens. Donc, c'est l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc dans les Alpes. On est une université pluridisciplinaire qui est de taille modeste, 15 000 étudiants, 300 doctorants, 1300 personnels et 18 laboratoires de recherche. On est également accompagné par une fondation universitaire qui nous aide au niveau financier et puis d'un club des entreprises qui est très actif, notamment pour l'insertion des étudiants. On est répartis sur 3 campus, donc campus littéraire à Chambéry. À Annecy, on a l'école d'ingénieurs et l'IAE, et puis on a le campus scientifique sur le Bourget-du-Lac. Donc voilà le site où se trouve notre laboratoire. Je vous ai mis quelques photos de notre environnement entre lac et montagne. Je pense qu'on a tous besoin aussi de ces espaces après la crise qu'on a traversée. Donc c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est très agréable. Voilà, là, c'est le campus qui est au bord du lac du Bourget. Et donc, le laboratoire Editem, il est né d'une fusion de 2 laboratoires en janvier dernier, donc c'est assez récent, avec la tutelle de l'Université Savoie-Mont-Blanc et CNRS. À peu près 130 personnels répartis en 4 équipes. Donc, on est un laboratoire pluridisciplinaire. La première équipe, c'est l'équipe morphodynamique qui travaille sur l'étude de la genèse de relief en montagne et en milieu souterrain. La deuxième, c'est plutôt au niveau des sciences sociales et humaines, avec l'étude des relations culturelles, sociales et politiques dans le temps, dans l'espace, entre les collectifs et leur environnement. La troisième équipe, c'est l'équipe zone critique qui va plutôt étudier les flux de matière dans la zone critique, donc avec les observations et les rétro-observations, notamment de polluants organiques. Et puis la dernière équipe que j'anime, c'est l'équipe matière qui a pour objectif d'étudier les transformations de la matière d'intérêt économique et ou sociétal. Donc c'est vrai qu'on est un peu sur une nouvelle structure avec beaucoup plus d'interdisciplinarité par rapport au laboratoire de chimie où j'étais auparavant. Et donc on essaye de se comprendre déjà, on n'a pas toujours le même langage, mais on commence à mettre en place des projets pluridisciplinaires qui sont très intéressants. Donc au niveau de l'équipe matière, on est à peu près une vingtaine sur des problématiques de chimie verte, à la fois en chimie organique comme en chimie des matériaux, et puis quelques projets en archéométrie aussi. Donc plus, on va dire, le groupe avec lequel je travaille, notamment les permanents, donc Micheline Drey, Christine Pio, Philippe Fanget et Nathalie Cotin. Et puis en général, on a entre 3 et 5 doctorants, 1 à 2 postdoctorants et puis 4 à 6 stagiaires pour le groupe de recherche.
Donc là, c'était l'année dernière en mode distanciel. Et donc là, on a fait une nouvelle photo en mode distanciation il y a quelques jours. Donc voilà. Donc les mots-clés de ce groupe, c'est la chimie verte, les milieux et méthodes d'activation non conventionnelles, donc en particulier la sonochimie, la catalyse, la chimie organique, l'éco-extraction et puis l'économie circulaire. Donc en fait, on a deux grands axes dans notre stratégie de recherche. La première, c'est vraiment la chimie verte et les éco-innovations, donc avec toute la partie sonochimie organique, afin de trouver des nouvelles réactivités, des nouvelles efficacités, et puis les combiner avec d'autres méthodes d'activation. Et puis aussi l'intérêt pour les mécanismes, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là. Le deuxième grand objectif, c'est sur la valorisation de la biomasse et des déchets, avec un peu une stratégie que vous allez retrouver dans les projets que je vais vous montrer. Donc, on part d'une matière première, hein, de la biomasse lignocellulosique, des déchets de l'industrie agroalimentaire, des plantes envahissantes. Et puis, le cœur de notre métier, c'est quand même l'extraction et la transformation de ces matières premières. Il y a des procédés de chimie verte et de catalyse assistée, donc sonocatalyse, sonophotoCatalyse, micro-ondes, CO2 supercritique. Et puis, on essaie de récupérer soit des extraits qui sont enrichis ou qu'on va fonctionnaliser, soit des molécules isolées, purifiées ou fonctionnalisées également pour différentes applications, donc en cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique, anticorrosion, chimie fine. En fait, ces applications qu'on va développer plutôt en collaboration, en partenariat avec d'autres laboratoires ou des entreprises. Donc, on s'intéresse en particulier un peu sur comment la chimie et l'économie circulaire peuvent fonctionner ensemble. Donc, l'économie circulaire, on entend de plus en plus parler. C'est aussi une incitation qui est forte par la réglementation. On a la loi de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et puis, on a les décrets d'application qui viennent tout juste de sortir. Il y en a encore un qui est sorti hier et qui vont vraiment apporter du changement concret sur notre environnement. Et puis au niveau européen, on a l'adoption en mars 2020 d'un nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire, donc qui sont un peu les bases du Green Deal européen et qui vont constituer en fait une partie de la feuille de route des prochaines années pour l'Union européenne. Donc, pour redéfinir rapidement, on oppose souvent l'économie circulaire à l'économie linéaire, qu'on va plutôt caractériser sous ces étapes de fabrication, utilisation, et puis à la fin, on jette le produit. Là, l'idée de l'économie circulaire, c'est de travailler en boucle fermée, d'économiser les ressources et puis de limiter les impacts. Et en fait, cette économie circulaire, en réalité, il faut vraiment la voir comme des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous, et en particulier aux chimistes et à la communauté des chimistes. Je vous ai remis ici le diagramme que vous connaissez sans doute de l'ADEME sur cette économie circulaire, les 7 piliers. Donc, l'économie circulaire, ça ne se résume pas seulement à la partie en orange de gestion des déchets, recyclage, valorisation, mais il y a aussi tout le pan extraction, exploitation et achat durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, tout ce qui concerne la consommation responsable et puis l'allongement de la durée d'usage. Donc, dans ce contexte-là, nous, on s'est un petit peu posé la question, quel peut être le rôle des chimistes l'économie circulaire, et on a proposé en fait 5 niveaux de contribution de la chimie à l'économie circulaire, donc je vais vous présenter. On est parti un petit peu des 15 recommandations de Clark pour intégrer la chimie à l'économie circulaire donc, en 2020. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller sur un aspect vraiment plus global et comment la chimie peut participer à cette économie circulaire. De même, il y a des chercheurs qui ont sorti les 12 principes de la chimie circulaire, donc on regarde les 12 principes de la chimie verte, mais je pense que ce n'est pas forcément la bonne direction, puisque la chimie circulaire, en fait, c'est déjà la chimie verte, et ce n'est pas la chimie qu'il faut rendre circulaire, mais c'est plutôt vraiment participer à une façon beaucoup plus globale à l'économie circulaire et de façon pluridisciplinaire. Donc, voici un peu les 4 niveaux qu'on a, enfin les 5 niveaux qu'on a proposés. Le premier niveau, c'est la chimie verte. C'est les synthèses éco-compatibles, c'est concevoir dès l'amont des produits qu'on va pouvoir recycler ou réutiliser. Le niveau 2, c'est de simplifier
éviter toutes les complexifications dans les synthèses, dans les préparations de nouveaux produits, notamment pour penser après à leur réutilisation. Donc, ça veut dire qu'il faut soit proposer des nouveaux produits qui doivent être acceptés par les consommateurs, soit synthétiser, préparer ces produits de façon différente. Le niveau 3, c'est vraiment comment la chimie peut apporter de l'innovation, des nouvelles technologies, des nouveaux concepts, et notamment tout ce qui concerne les innovations en synthèse de molécules, de matériaux, de polymères, tout ce qui concerne les innovations également en chimie analytique, les progrès en catalyse, les outils qui est milieu éco-compatible, ou encore les méthodes d'activation non conventionnelles qu'on utilise, notamment en laboratoire. Et donc, je vais vous faire un petit focus sur les ultrasons, puisque nous les utilisons beaucoup dans nos projets. Donc, la sonochimie, elle repose vraiment sur l'utilisation des ultrasons. Donc, dans le domaine des ultrasons, en fait, on va retrouver les ultrasons de diagnostic qui sont plutôt utilisés pour l'imagerie médicale. Et les ultrasons de puissance, c'est ceux qu'on va utiliser en sonochimie, donc entre 20 kHz et 2 MHz. La sonochimie, elle repose sur le phénomène de cavitation. Le phénomène de cavitation, c'est la formation de bulles, leur croissance, et puis arriver à une taille instable, elles vont imploser sur elles-mêmes et libérer des conditions extrêmes de l'ordre de 5000 Kelvin et de 2000 bars. Et donc, c'est ces effets mécaniques, thermiques et chimiques sur lesquels reposent toutes les applications de la sonochimie. Ici, je vous ai mis un peu la représentation de cette bulle en train de caviter. Elle s'effondre sur elle-même. Et au niveau théorique, en fait, la plus grande théorie acceptée actuellement, c'est la théorie du point chaud, avec ce cœur de la bulle qui est très chaud, et puis une phase interfacielle où on va pouvoir avoir des réactions chimiques notamment. Mais en réalité, il y a plusieurs théories qui se confrontent, notamment la théorie du plasma qui augmente aussi. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'au niveau fondamental, il y a encore beaucoup de mécanismes qu'on ne sait pas expliquer en sonochimie, et donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau fondamental. Au niveau des effets, quelques effets que je vous ai rappelés ici, notamment les microjets, l'érosion de surface au moment de la cavitation de la bulle, la production de radicaux, par exemple dans l'eau, sous certaines fréquences, on va pouvoir produire des radicaux à chaud point par seule volyse de l'eau. Ou encore, on observe de la sonoluminescence au moment de la cavitation. Donc, ce phénomène de cavitation, il va beaucoup être impacté par la fréquence choisie. On a en fait deux grands domaines de fréquences. Les basses fréquences, on va favoriser plutôt les effets physiques, donc les microjets, la microconvection, les ondes de choc, alors qu'à haute fréquence, on va plutôt favoriser les effets chimiques et la production de radicaux. En fait, il y a également d'autres paramètres qui vont entrer en jeu, la puissance acoustique, la température, la pression, la nature du solvant, les gaz dissous, la forme du réacteur. Et la sonochimie, en fait, depuis une trentaine d'années, en tout cas au début, elle a souffert un peu de problèmes de reproductibilité, notamment parce que chaque laboratoire avait un peu son réacteur, son matériel. Et donc, comme on est sur la propagation d'une onde, si la forme du réacteur est différente, forcément, les effets sont différents. Et puis également, elle a souffert d'un manque peut-être de rigueur dans les données qui étaient rapportées. Notamment, pendant 10 ans, on a eu un peu toute la chimie organique qui a été revisitée dans des bacs à ultrasons, mais en réalité, on ne sait pas la fréquence, on ne sait pas le type de matériel et on ne sait pas caractériser les effets associés. Et donc, c'est très dur de se servir de ces résultats pour modéliser l'action des ultrasons, même si souvent les effets sont importants et positifs. Donc, un petit exemple que je voulais vous montrer sur ce qu'on a fait sur l'oxydation sélective de sucre sous ultrasons. Donc, on a, par exemple, ici, à partir du glucose, basse fréquence, en présence de H2O2 comme oxydant, du sulfate de fer comme catalyseur. En 15 minutes, on obtient l'acide gluconique, donc qui a un intérêt industriel. On en produit actuellement 100 000 tonnes chaque année, plutôt par biotechnologie. Mais là, en fait, on arrive à obtenir cet acide gluconique dans ces conditions. Et en fait, en changeant la fréquence, maintenant à haute fréquence, dans l'eau, cette fois sans catalyseur, on change la sélectivité, on oxyde une autre position pour obtenir l'acide glucuronique,
qui est également d'intérêt industriel pour l'agroalimentaire. C'est un précurseur de la vitamine C également. On le retrouve aussi en cosmétique. Donc ici, on a pu changer la sélectivité avec la fréquence ultrasonore et sans catalyseur. Maintenant, toujours dans ces conditions de haute fréquence, on a changé en fait le gaz dissous. On a remplacé le bullage d'oxygène qu'on avait auparavant par un bullage d'argon. Et cette fois, on retrouve en fait l'acide gluconique dans ces conditions à haute fréquence. Donc nous, c'est un peu ce qu'on recherche, à comprendre comment on peut changer la réactivité, la sélectivité selon les conditions utilisées. Et donc, on étudie ces phénomènes, notamment dans le premier cas, on va plutôt favoriser un phénomène de sonofentone qui produit des radicaux H au point. Dans le deuxième cas, on a plutôt une compétition entre des radicaux H au point et HO au point. Et là, c'est plutôt à nouveau des radicaux hydroxyles qui sont favorisés. On a également fonctionnalisé et oligomérisé certains sucres. Donc ici, par exemple, le mannose, donc juste dans le méthanol, avec des ultrasons sous air, on arrive à obtenir des monosaccharides, des disaccharides et des oligosaccharides, donc des mélanges qui sont intéressants avec des propriétés intéressantes. Et puis en jouant un peu sur différents paramètres, on peut jouer également sur les ratios ou les liens qui sont formés dans ces polysaccharides. Donc voilà, c'est un petit parenthèse sur les ultrasons et ce qu'on peut faire avec. Si je reviens sur les niveaux de contribution de la chimie à l'économie circulaire, il y a également tout l'aspect bilan, à la fois analyse de flux de matière, ce qui rentre et ce qui sort, c'est toujours quelque chose à faire. C'est tout ce qui concerne aussi la symbiose industrielle, c'est-à-dire que les déchets des uns peuvent se retrouver la ressource des autres. Et puis, les bilans environnementaux et économiques, notamment à travers les ACV, les analyses de cycle de vie, et peut-être pouvoir les faire beaucoup plus en amont avec toute une partie d'ACV à l'échelle laboratoire qui est en train de se développer et qui, je pense, est aussi importante à prendre en compte. Et puis, le dernier niveau sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est en fait avoir une approche globale où la chimie, elle fait partie d'un des partenaires de projets plus globaux, plus locaux, multidisciplinaires et multipartenariales. Donc, je vais vous donner un exemple sur un projet qu'on a développé à partir de 2017 sur la valorisation de plantes exotiques envahissantes. C'est la renouée du Japon, qui est une plante qui pose pas mal de problèmes, avec des impacts économiques, sociétaux, environnementaux, et notamment dû à sa colonisation très efficace via sa partie souterraine, ce rhizome. 5 cm de rhizome permet à la plante de repartir. Donc ça pose vraiment un problème, mais ce rhizome contient en fait des molécules vraiment intéressantes. On s'est basé sur la pharmacopée chinoise notamment, et on en a extrait certains polyphénols d'intérêt. L'idée, c'est d'avoir une stratégie de gestion durable de ces plantes en créant de la valeur ajoutée à l'extraction de ces rhizomes, notamment pour déclencher des nouveaux chantiers d'éradication. Donc, on a développé au laboratoire un prototype d'extraction via une irradiation ultrasonore radiale et en continu. Donc ça, c'était un enjeu qui était important pour nous de passer sur un procédé continu avec ces ultrasons. Et ce procédé, il intègre une étape de prépurification, mais également une fonctionnalisation in situ, où on améliore en fait in situ la biodisponibilité d'une molécule. Donc ça, c'est un projet qu'on a développé avec la SAT Lynxium Grenoble-Alpes. Et dans ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment allé du chantier d'arrachage jusqu'au produit final. Donc là, vous voyez, quand on a arraché nos rhizomes, on a livré 300 kg de rhizomes sur le campus. Donc, il a fallu les trier, les laver, les sécher, les broyer également. Et donc, je pense que c'est important de prendre aussi en compte ça quand on est chimiste, parce qu'en fait, certaines de ces étapes peuvent avoir un impact sur la chimie derrière. Et donc, ça, c'était important pour nous de l'avoir fait. Et puis, toute la partie extraction, analyse et utilisation, donc ici, sur des applications nutraceutiques et cosmétiques. Et donc, ce brevet qu'on a déposé a été transféré à une start-up qui a été créée en 2018, qui s'appelle Rhizomex, et en fait, qui s'est développée pour créer cette nouvelle filière, parce que des rhizomes, il n'y a pas de filière qui produise des rhizomes. Donc, il a fallu créer cette filière pour arracher les rhizomes et pouvoir les valoriser.
Donc, l'entreprise est à la fois sur une partie excavation des terres contaminées, tri des matériaux, collecte des rhizomes. Donc, on va plutôt s'adresser à des terrassiers ou à des gestionnaires de territoire. Et puis, la deuxième partie sur l'éco-extraction, où là, on va plutôt cibler des industries qui vont avoir besoin d'ingrédients. Dans le même schéma, on a continué à travailler sur la valorisation de plantes invasives. Donc là, on a élargi un petit peu sur les plantes, sur les propriétés pour voir un peu le potentiel de ces diverses plantes et notamment en les classifiant par organes pour savoir si il fallait séparer les organes, les regrouper, etc. Et donc ça, c'est le projet de la thèse de Vanny qui est financé donc, par le Conseil Savoie-Mont-Blanc. On s'est intéressé aux plantes de notre territoire et cofinancé par Ecovivo, qui est une filiale de Vinci Terrassement. Et donc là, l'intérêt de l'entreprise qui est confrontée à la gestion de ces plantes, c'est de savoir si on en fait une valorisation, quels protocoles ils peuvent mettre en place sur le terrain. Donc là, je pense que c'est un projet qui est vraiment intéressant pour lier vraiment le territoire, l'entreprise et puis nos recherches au laboratoire. On a pu également accueillir une visite parlementaire en mai dernier sur les plantes invasives, donc un rapport qui va être édité cet été. Et donc, on a pu aussi montrer l'importance de valoriser ces déchets de plantes comme faisant partie intégrale de la gestion de ces plantes. Donc ça, c'était un point positif. Et puis, les députés ont pu rencontrer nos partenaires publics et privés et voir ce lien entre les universités. Et donc, des propositions de loi vont même émaner de cette journée. Et donc, voilà, on se dit qu'on sert aussi à quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être un point de nos recherches. Un autre projet que je voulais vous présenter, c'est le projet Vitivalo, que je coordonne avec ma collègue Christine Pio, donc qui est plutôt dans la chimie environnementale. Donc, c'est un projet qui est local, toujours sur notre territoire, multipartenarial. Vous voyez tous les logos qu'on a fait travailler ensemble, en fait, à la fois de la filière professionnelle, des chambres d'agriculture, des services de l'État, des entreprises, des laboratoires. Et donc là, l'idée, c'est de valoriser des déchets viticoles. Donc, ces déchets viticoles, c'est des souches et des pieds de vigne, et puis les sarments qui sont en fait les coupes de l'année. Notamment puisque ces déchets viticoles, ils étaient brûlés à l'air libre. Ça posait pas mal de problèmes, notamment dans un contexte un peu tendu entre des habitants, des élus et des viticulteurs, puisque la zone est de plus en plus urbanisée. Et donc, les habitants ne comprennent pas toujours qu'eux n'ont pas le droit de brûler leurs déchets verts. Et en face, ils voyaient des grands amas de fumée. Et donc, ce qui a poussé le préfet à déposer un arrêté qui interdit le brûlage donc depuis fin 2017. Donc, dans ce cadre, il a fallu trouver des nouvelles solutions. Et en fait, nous, on a eu un peu le rôle d'universitaire dans ce climat qui était vraiment tendu, dire, nous, on est neutre, on a une approche neutre et scientifique, on veut bien travailler ensemble, mais voilà, il faut qu'on le fasse de façon intelligente. Donc, dans ce cadre-là, à mettre tout le monde autour de la table, et tout le monde était partant pour travailler ensemble et trouver des nouvelles voies de valorisation, et puis accompagner les professionnels au changement de pratique. Donc, les deux objectifs, c'était à la fois de caractériser et quantifier les émissions atmosphériques sur les particules fines de ce type de brûlage, parce que dans la littérature internationale, il y avait très peu d'études, et puis développer des voies de valorisation de déchets viticoles qu'on a organisées en cascade de valorisation, où la valorisation chimique est en fait une première étape pour donner de la valeur ajoutée à cette valorisation, mais l'idée, c'est vraiment de valoriser 100% du déchet à la fin. Donc, on l'a réalisé sur le territoire Savoie-Mont-Blanc avec une thèse qui a démarré, financée par l'ADEME et le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Donc, ces déchets qui sont plutôt pour nous des nouvelles ressources, c'est les déchets de la viticulture. Donc, je vous disais les pieds, les souches et les sarments. Donc, le territoire, c'est à peu près 500 viticulteurs, une taille entre décembre et mars, et puis une petite problématique sur l'accessibilité avec certaines vignes qui étaient en coteaux et non mécanisables, sur des parcelles non mécanisables. Et puis, on a aussi des pépinières viticoles avec des pépiniéristes qui fournissent en fait les plants de vigne de 70% de tous les plants français. Là, on est plutôt en plaine, sur une taille tout au long de l'année, donc beaucoup plus accessible. Mais la problématique, c'est que ces plants ne sont pas raffinés, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, on a fait un inventaire des quantités disponibles et puis des pratiques. Et en fait, on a estimé à 3150 tonnes de déchets générés chaque année.
est valorisable, et puis à peu près un tiers qui était brûlé, ce qui correspond à peu près, pour avoir un ordre d'idée, à un mois de chauffage pour 27 000 logements. Donc voilà, pour avoir cet ordre d'idée. Donc avec notre thésarde Marion, nous avons travaillé sur deux molécules qui sont bien connues, hein, le resveratrol et la viniférine. Et en fait, on a démontré que dans nos cépages savoyards, on avait des qui étaient vraiment très importantes, comparables en fait à la référence qui était le pinot noir. Donc c'était des données assez intéressantes. Et puis on a travaillé sur les différents paramètres avant extraction également. Donc, sur la partie extraction et purification de ces molécules, donc, les propriétés, c'est des propriétés anti-âge, anticancéreux, cardioprotecteurs, antifongiques, qu'on va plutôt utiliser donc, dans les domaines associés. On a étudié l'influence des paramètres, notamment de préparation, de stockage, et puis on a travaillé sur la cascade de valorisation, parce qu'une fois qu'on a fait l'extraction, en fait, il nous reste 99,9% de la masse qui est du résidu qu'il faut également valoriser. Donc, on a proposé aux viticulteurs des solutions à court terme, comme du compostage industriel. Donc, on a fait une expérimentation sur 14 tonnes de déchets pendant 6 mois. Et donc, dans des conditions très spécifiques de retournement et de montée en température, on a montré qu'on pouvait sortir un compost normé qui était commercial. Donc, c'était vraiment une solution à court terme, puisqu'il y avait l'arrêté préfectoral. On a également développé une solution de BRF, donc bois raméal fragmenté, où là, on a du bois, enfin, les déchets sont broyés et donc mis au sol. Et donc, on a comparé ça avec du fumier, des résidus, des résineux, etc. Et on a montré au bout de quelques mois qu'on avait en fait le même apport agronomique que d'autres substrats. Donc, c'était intéressant. Mais on note des quantités en certains métaux, notamment en chrome et en cuivre, qui sont importantes. Et donc, c'était pour faire passer le message aussi que voilà, actuellement, il y a beaucoup de broyage qui est fait depuis l'arrêté préfectoral et qui est remis sur parcelle. Donc, à long terme, quelle va être la conséquence? Voilà, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est déplacer le problème? Donc, voilà, c'est des choses qui rentrent aussi dans cette discussion sur le changement de pratique. On travaille également sur des applications. Actuellement, on a un stagiaire avec un autre laboratoire qui est en cours. On a des applications comme antifongiques, avec une collaboration avec l'Agroscope en Suisse, où là, l'idée, c'est de développer un traitement pour lutter contre le Botrytis cinerea, donc un pathogène de la vigne responsable de la moisissure grise. Donc là, l'idée aussi, elle est intéressante de pouvoir utiliser des déchets de la vigne pour traiter la vigne. Donc là, on est encore une fois un peu circulaire, hein. Et puis d'ailleurs, ce projet, on va le poursuivre à la rentrée. Donc, on est à la recherche d'un postdoctorant, d'une postdoctorante sur ce sujet-là. Donc, si jamais vous avez des contacts, n'hésitez pas à diffuser. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un démonstrateur sur notre territoire, mais qui pourra s'appliquer à d'autres territoires. On a 30 000 m3 de déchets viticoles chaque année. Donc, c'est une ressource qui est finalement renouvelable. Et donc là, on en est dans la phase de partenariat industriel et de montée en échelle. On travaille avec les différents pôles de compétitivité, avec une entreprise qui souhaite diversifier son activité et développer l'activité d'extraction. En effet, nous, on a un peu fini notre mission, on va dire, d'enseignants-chercheurs de preuve de concept. Maintenant, les financeurs nous disent bien, voilà, c'est aux entreprises de porter ce projet-là pour qu'il se développe sur le territoire. Et puis, il y a le volet également qu'on garde sur le bilan environnemental et socio-économique avec un laboratoire des arts et métiers qui est à Chambéry, qui travaille sur l'analyse de cycle de vie. Et puis également une mission un peu connexe, mais qui est importante, c'est la communication vers le grand public, vers les scolaires. Et donc, on a mis en place une opération qui s'appelle 1 an avec Vitivalo, et des classes, en fait, ont pu suivre le projet pendant toute l'année. Donc, on est allé dans les classes, ils sont venus au laboratoire, ils ont rencontré aussi des viticulteurs pour connaître leurs problématiques. Et donc, c'était une façon dans ce projet de territoire de toucher aussi les familles, parce que voilà, c'est les enfants qui sont dans ces villes, dans ces villages où il y a les vignes. Et donc, ils ont pu communiquer aussi dans leur famille sur ce projet-là. Et rapidement, pour terminer, on en parlait avec Arnaud tout à l'heure. Donc, on a un projet en effet qui est un peu sur la même philosophie, sur la valorisation des déchets de marc de café. Là, l'idée, c'était plutôt une entreprise, Trialp, qui récolte des déchets, qui les valorise, donc qui a mis en place une collecte de valorisation des huiles usagées pour faire du biocarburant.
Et en fait, elle s'est dit, mais je pourrais aussi récupérer le marc de café dans ces restaurants. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, on a travaillé avec eux sur un projet qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on a plutôt mis en avant la technologie fluide supercritique. On a ciblé certaines molécules qui ont également des marchés importants. Donc, on a travaillé sur un peu qu'est-ce qui se faisait déjà sur le CO2 supercritique et le marc de café. Et puis, on a commencé sur la caféine hein, comme modèle, mais en fait, on a vite essayé de valoriser différentes fractions du marc de café via les fluides supercritiques. Donc, on a produit ces extraits pour différentes applications cosmétiques, nutraceutiques. On a réalisé une étude de marché. On a aussi beaucoup travaillé sur l'impact du stockage parce que le marc, ça moisit très rapidement. Donc, c'est vraiment en lien avec cette fréquence de collecte à mettre en place. Et puis, on développe à travers des plans d'expérience le procédé actuellement. Et puis, toujours cette idée de cascade de valorisation. On a utilisé le résidu d'extraction pour faire procéder des pleurotes, par exemple. Donc, ça marche très bien. Donc, voilà. Donc pour conclure sur la contribution des chimistes dans l'économie circulaire, je pense que cette approche globale où les chimistes ne sont pas tout seuls est vraiment importante. Et même en tant que chercheur, c'est des échanges qui sont vraiment importants. Je n'ai pas parlé de l'aspect peut-être réglementaire qui peut être un verrou important dans ces types de projets. Donc c'est à prendre en considération aussi. Et puis, cet aspect global qu'on peut avoir grâce à ces projets. On a un projet d'économie circulaire, mais aussi on a des impacts plus globaux. On produit des molécules biosourcées, hein, c'est une attente des consommateurs. On peut préserver la biodiversité à travers la lutte contre les plantes invasives. On améliore la qualité de l'air, on propose d'autres solutions. Donc ces impacts sont vraiment plus globaux grâce à ces projets interdisciplinaires et multi-acteurs. Donc juste pour finir, on a une thèse de dernière minute. Donc candidature avant le 9 juillet. C'est pareil, si vous avez des candidats intéressés, vous pouvez leur faire suivre. Donc c'est une thèse en co-tutelle avec Turin sur le développement de ces méthodes d'activation sur la valorisation de résidus de biomasse dans un contexte d'économie circulaire. Donc vous voyez un petit peu la philosophie vers quoi on va aller sur cette thèse. Donc n'hésitez pas non plus à faire suivre cette offre-là. Et je termine par remercier tous mes collaborateurs, tous les étudiants qui ont travaillé sur ces différents projets, bien entendu tous les financeurs qui nous permettent de réaliser ces projets. Et puis, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été dans le timing. Merci Grégory. Je crois même que tu nous as fait gagner un petit peu de temps par rapport à tout ce qu'on avait bouffé tout à l'heure. Okay. Alors, il y a eu quelques questions. Je les prends dans l'ordre. Il y en a eu 2 de Séverine et une de Jean-Bernard, et puis une de Stéphane aussi, je crois. Alors, la première question de Séverine Paris, c'était le fait de découvrir des nouvelles molécules avec des nouvelles activités, ça peut impliquer des impacts toxiques. Est-ce que ce point a été envisagé dans votre approche? Alors, il y a différentes choses déjà dans nos parties production de la molécule. On est vraiment sur des procédés de chimie verte. Hein. C'est quand même des choses qu'on respecte au maximum, ces principes de la chimie verte. Après, comme vous avez vu, on a beaucoup, en tout cas dans un premier temps, travaillé sur des molécules connues, qui avaient un marché connu et donc des impacts et des propriétés connues aussi. De plus en plus, on va aussi sur des extraits. Et en effet, il y aura tout un aspect toxicologie à prendre en compte, c'est sûr. D'ailleurs, Séverine a complété sa question après en disant qu'elle pensait à la caféine et au fur et à mesure de l'exposé, elle a complété dans le chat, tout le monde doit voir la question, je pense, en disant qu'effectivement les molécules sont déjà connues, ça limite un peu l'intérêt de la question. Ouais, ok. Une deuxième question qui nous donne Jean-Bernard, c'est est-ce qu'il existe des pistes pour éliminer les traces d'éléments métalliques des broyats? Alors, on a fait les mesures, nous, dans nos extraits, en fait, dans notre procédé d'extraction et purification, mais en fait, c'est des choses qu'on arrive on élimine, en fait, dans notre procédé. Donc, dans nos extraits, on n'a plus ces contaminants. D'accord. D'accord. Et puis Stéphane Doré qui demandait
est-ce que vous avez identifié et voire même caractérisé les molécules qui auraient des activités anti-botrytis? Il est très intéressé par botrytis, ça on le sait, hein, Stéphane. Alors, en fait, on a testé les extraits et ensuite on a un peu fractionné les extraits avec certaines familles de molécules qu'on a identifiées. Aujourd'hui, on sait quelles fractions sont vraiment efficaces. On a une idée un peu des familles et c'est justement le cadre du postdoc qui va commencer en septembre d'aller creuser cette partie-là parce que c'est vraiment intéressant d'aller voir si c'est une molécule, si c'est une association de molécules aussi. Voilà, on va aller creuser vraiment cet aspect-là. Ok. Et Stéphane qui dit merci dans le chat. Alors, moi, j'avais deux questions, mais je voudrais quand même laisser la priorité aux autres personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pas timides et qui veulent bien activer leur micro et poser une ou deux questions? Je sais pas. On a un petit peu de temps. Franck Dominique demande, y a-t-il une activité de vente des pleurotes? Alors oui, ça existe, hein. Il y a déjà des gens qui sont sous-secteurs, hein. Il y a la boîte à champignons notamment, qui sont des boîtes où ils vendent directement le marc et où le particulier peut faire pousser ses pleurotes. Là, nous, on a travaillé avec une start-up qui est sur Annecy, qui produit des champignons. Donc là, on est sur, en gros, c'est le substrat, hein, c'est de la paille et du marc, en proportion 50-50. Et donc, on a comparé par rapport à leur substrat habituel. Finalement, on a eu des rendements qui étaient identiques. Et puis, on a fait des tests de goût, donc avec différents chefs restaurateurs qui ont pu noter qu'il n'y avait pas de différence de goût avec les pleurotes classiques. Donc, il y a cette start-up qui commercialise ces champignons. Et sous quelle forme elle les commercialise? Est-ce que vous avez une précision là-dessus? Par quel type de circuit de distribution, je veux dire? Ils vendent là, actuellement, ils vendent aux restaurateurs. Ok, merci. Moi, j'avais une question, sur une petite chose qui m'a vraiment interpellé. Tu as parlé très rapidement de sonoluminescence lorsque ta bulle de cavitation s'écroule, on va dire comme ça. Ma question, est-ce qu'on connaît les caractéristiques physico-chimiques de la lumière qui est émise? Il y a des gens qui s'intéressent à ça? Oui, il y a le laboratoire, un laboratoire du CEA à Marcoule qui travaille spécifiquement sur ça, sur la spectroscopie de cette cavitation, et ils travaillent sur les différents traits d'excitation. C'est très fondamental ce qu'ils font, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Nous, on avait travaillé avec eux, notamment pour voir comment se comportaient les liquides ioniques sous ultrasons, puisqu'on faisait des réactions en milieu liquide ionique sous ultrasons. Et donc, on a étudié la sonoluminescence qui est différente dans ces conditions-là, donc selon le solvant, selon. Donc voilà, mais c'est vraiment c'est très théorique, très spécifique. Enfin, je ne pourrais pas détailler beaucoup plus que ça. Oui, c'est intriguant hein, comme phénomène. C'est pas du tout attendu à ça. Et puis, alors, je ne sais pas si ça sera la dernière question, mais moi j'ai une question beaucoup plus généraliste. Grégory, est-ce que tu fais partie d'une structure telle que la nôtre, voilà, dit globalement, tu fais partie d'un consortium plus élargi qui ressemble un peu à ce qu'on fait au niveau de la Condorcet ou pas? Alors, aussi imposant que Condorcet, non. C'est vrai on est plutôt sur des structurations de recherche qui sont entre notamment l'Université de Savoie et l'Université de Grenoble. Mais où voilà, il y a plusieurs laboratoires où on va mêler aussi les sciences humaines à des approches plus techniques et ingénieurs. Donc, on est dans une fédération, mais voilà, en permanente, on va dire, reconstruction. Voilà, le paysage entre les universités bouge beaucoup ces dernières années, et la fédération essaye aussi de suivre cette construction. Donc voilà, c'est. En tout cas, à titre perso, je suis vraiment content du contact qu'on a pris avec toi parce que j'ai l'impression qu'on a des tas de choses à se raconter. Ah, il y a encore une question de Séverine.
Quand vous travaillez en sonication, les molécules obtenues sont-elles stables dans le temps et surtout dans les procédés sans oxygène? Voilà, ça va dépendre des conditions, mais en effet, il y a un compromis entre transformation et puis aller jusqu'à la dégradation, parce qu'en fait, moi je vous ai parlé d'oxydation sélective. À la base, les ultrasons, ils sont plutôt utilisés pour des procédés d'oxydation avancée. Donc on va plutôt détruire des molécules organiques dans des effluents liquides, par exemple. Nous, c'est vrai que c'est un peu notre originalité. On essaye d'aller sur l'inverse, d'être sélectif, d'oxyder sélectivement certaines fonctions. Donc, en fait, on joue sur les différents paramètres qu'on a en ultrasons, sur les réacteurs, sur les gaz qu'on utilise, pour limiter cette dégradation et favoriser plutôt l'arrêt à la molécule attendue. Mais en effet, sur certaines molécules, on peut avoir ce risque de suroxydation et d'aller jusqu'à minéralisation. Est-ce qu'il y a une autre question? Je suis assez d'accord avec toi, Séverine. C'est vraiment un domaine très, très chouette. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des réactivités qui ne sont pas classiques. Et des fois, on obtient des résultats, sur le papier, c'est impossible. Mais pourtant, on a bien le produit à la fin. Donc, c'est comment on fait, comment on arrive à... Et voilà, là, au niveau théorique, il y a des besoins énormes aussi pour mieux comprendre. Alors, on a le temps pour une autre question, si quelqu'un veut se lancer. Ou pas. Alors, apparemment, non. Enfin, en tout cas, si jamais il vous vient des questions après coup, je peux toujours... de toute façon, Grégory a laissé ses coordonnées, donc N'hésitez pas à on me pourrait contacter. de toute manière rester en contact et qu'on peut le contacter quand on le souhaite. Enfin, je fais une promesse pour lui, mais... Ok. Bah, écoute, Grégory, on te remercie beaucoup pour cet exposé qui était effectivement passionnant. Merci pour l'invitation, en tout cas. Ouais. Et on a regrignoté un petit peu de temps par rapport à